Bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder de plus près la toute première phase et souvent la plus critique d'un test d'intrusion, la planification. On a des éléments qui montrent bien que c'est bien plus qu'une simple formalité en fait. C'est vraiment l'étape qui prépare tout le terrain. L'objectif, c'est de comprendre pourquoi cette préparation est si essentielle et ce que ça implique concrètement. Alors, on y va? Juste pour resituer un peu, un test d'intrusion classiquement, ça se déroule en 5 phases. Planification, découverte, attaque, vérification et puis le rapport final. Donc là, on est vraiment sur la base. C'est exactement ça. Et cette base, elle s'appuie sur deux gros piliers, on va dire. D'abord, définir la portée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va tester, le quoi, et ensuite, établir les règles d'engagement, le comment on va le faire. Tout ça sans tout casser, évidemment. C'est un équilibre assez fin en fait. D'accord. Commençons par la portée alors. Les documents insistent beaucoup sur le fait de bien délimiter le périmètre, identifier précisément les systèmes, les applications, même le calendrier, les méthodes. C'est c'est pour éviter les problèmes pendant le test, j'imagine. Ah oui, tout à fait, parce que si on sort du cadre, même sans le vouloir, ça peut vite poser problème. Interruption de service, corruption de données, ce genre de choses. Donc la clarté du périmètre, c'est vraiment pour éviter les accidents, quoi. Mhm. Et au-delà du périmètre physique ou logique, il y a aussi qui va faire le test. Les ressources humaines, quoi. Internes, externes, quels outils on va utiliser. Et bien sûr, le budget. D'accord. Et il y a aussi l'évaluation des risques liés au test lui-même. Ça, c'est important. Ah oui? C'est-à-dire? Le test lui-même peut être risqué? Bah oui. Imagine un test un peu trop agressif sur un serveur critique. Ça peut ralentir la production, par exemple. Donc il faut anticiper ça et prévoir comment atténuer ces risques. Je vois. C'est un peu contre-intuitif, hein. Le test censé améliorer la sécurité pourrait causer des soucis. Et j'imagine qu'il y a aussi toute la partie communication et juridique, hein. Absolument. Le plan de com, c'est essentiel. Qui contacte qui, à quelle fréquence, on fait des points. Et la partie légale et conformité, c'est la base. Il faut les autorisations écrites, s'assurer qu'on respecte le RGPD, par exemple, si on touche à des données perso. Sans ça, le test perd toute sa valeur. Il peut même devenir illégal. Ok, très clair. Donc la portée, ça définit le quoi, le cadre général, les ressources, les risques. Maintenant, comment on s'assure que les testeurs opèrent de manière contrôlée? C'est là qu'interviennent les règles d'engagement. Exactement. Les règles d'engagement, c'est un peu le code de conduite du pentester pendant la mission. On y redéfinit le périmètre, une bonne piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Jamais trop prudent. De l'ingénierie sociale, quels outils sont permis, lesquels sont interdits. C'est très précis. Et s'imagine que le timing aussi est crucial. On teste pas n'importe quand. Ah non, le calendrier et la durée, c'est clé. Souvent, on va privilégier des fenêtres de test la nuit ou le week-end pour minimiser l'impact sur l'activité de l'entreprise. Logique. Ces règles couvrent aussi qui sont les testeurs autorisés, comment la communication doit se faire pendant le test, les canaux, la fréquence des rapports d'étape. Toute la partie éthique et confidentialité des données trouvées est aussi dedans. Et s'il y a un pépin? Si quelque chose tourne mal pendant le test? Très bonne question. Ça doit être prévu. C'est le plan de réponse aux incidents. Que fait-on si le test déclenche une alerte de sécurité majeure ou cause un vrai problème technique? Qui appeler? Comment réagir? Et enfin, il y a les procédures post-test. Comment on clôture proprement la mission, le débriefing, l'analyse, la remédiation. D'accord. C'est extrêmement cadré en fait. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Avoir ce cadre si strict, c'est essentiel, on l'a compris. Mais est-ce que ça ne risque pas parfois de brider un peu les testeurs s'ils tombent sur une piste inattendue, un peu en dehors des clous prévus? C'est une excellente remarque. Et c'est tout le défi en pratique. Les règles sont là pour la sécurité, pour la légalité, c'est non négociable, mais il faut aussi une certaine souplesse. Souvent, les règles prévoient un mécanisme pour escalader une découverte. Si le testeur trouve quelque chose d'intéressant mais hors périmètre, il doit pouvoir le signaler et potentiellement demander une extension ou une autorisation spéciale. C'est vraiment cet équilibre entre la rigueur du cadre et l'adaptabilité nécessaire à la découverte. Mais des règles claires au départ, ça évite les malentendus, ça protège tout le monde. Donc, si on prend un peu de recul, cette phase de planification, c'est bien plus qu'une simple formalité administrative. C'est vraiment la stratégie qui sous-tend tout le test. Elle assure qu'on soit efficace pour trouver les failles,
mais de manière maîtrisée. C'est exactement ça. Une bonne planification, bien structurée autour de la portée et des règles d'engagement, ça transforme ce qui pourrait être un exercice un peu chaotique, voire dangereux, en une démarche constructive. C'est vraiment la clé pour que le test apporte une plus-value réelle à la sécurité de l'organisation. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Une planification réussie, c'est ce qui maximise les chances de trouver les vulnérabilités importantes, tout en gardant le processus lui-même sécurisé et aligné sur les objectifs. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour réfléchir. Comment on fait justement pour intégrer, dans ce cadre très défini, très planifié, la part de sérendipité, cette capacité à trouver des failles un peu par hasard, celles qu'on ne cherchait pas forcément au départ, maintenir la structure tout en permettant cette exploration un peu intuitive. C'est peut-être ça l'art d'un test d'intrusion vraiment efficace.